Nos camarades qui ont décidé de se présenter pour le Front de gauche à Bagnères de Bigorre. Voilà, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Stéphane Toujas, je suis bagnérais donc, et donc nous représentons aujourd'hui la liste du Front de gauche de Bagnères. Oui, bonsoir à tous aussi. Moi c'est Alain Amaret, bon, je suis bagnérais, j'ai travaillé chez Soulet, j'ai fait 19 ans au conseil municipal de Bagnères. Et la dernière fois, on a été viré par le PS. Donc, on repart avec le Front de gauche. On va essayer de voir ce que ça donne. Bonsoir, Sylvette Lemoine. Moi, j'avais déjà été candidate pour les régionales. Et je suis au parti de gauche. Et voilà, et j'espère qu'on va faire quelque chose sur Bagnères et qu'on va redonner un petit peu d'honneur au Front de gauche sur la ville de Bagnères. Je vous remercie. Bon courage, bon Bagnères aussi. On mènera la campagne ensemble, j'en suis sûr. Chers camarades, d'abord vous dire le plaisir que j'ai d'être à vos côtés, aux côtés de Marie-Pierre, des amis de Bagnères, de tous ceux et celles qui sont candidats de Tarbes citoyenne, aux côtés de Myriam et de Jean-Luc. D'être parmi vous des hommes et des femmes debout, porteurs de colère et d'envie de changement. Oui, ça fait du bien de voir qu'en France, il n'y a pas que les tenants de la paresse intellectuelle qui ne savent rien faire d'autre que poursuivre le chemin de l'Europe austéritaire sans voir que nous arrivons dans le fossé. Oui, ça fait du bien de voir qu'en France, aujourd'hui, la révolte n'est pas celle simplement de la défense d'intérêts égoïstes ou de patrons petits ou grands qui n'ont qu'un but, casser le code du travail et faire travailler les salariés le dimanche et la nuit pour des salaires de misère tout en râlant sur les taxes ou sur les impôts. Des patrons qui, sur ce sujet, se sont bien su faire entendre par le gouvernement de François Hollande. Le gouvernement Ayrault a eu la géniale idée de nommer pour faire une enquête sur la question du travail de nuit et du dimanche le président Bailly, ancien président de la Poste qui a le record du travail précaire et des CDD toujours renouvelés. Oui, après les manifs pour tous des Versaillais, après les roulements de tambour du patronat et les diatribes de l'UMP et de l'extrême droite, on a vu au 11 novembre quelques fachos d'extrême droite ou de droite extrême faire un coup de force indécent, car décidément, la République, ils n'ont qu'une idée, c'est de la fouler aux pieds. Alors après tout cela, il est temps, je vous le dis, il est temps que le peuple de gauche se fasse entendre. Il est temps, comme le titrait l'Humanité dimanche, peuple de gauche, réveille-toi, on ne peut pas laisser les Versaillais dans la rue. Oui, il faut se réveiller avant que ça tourne au cauchemar. Une femme, ministre de la Justice, garde des Sceaux, est traitée de guenon parce qu'elle est noire, guyanaise. Et nous ne sommes pas des centaines de milliers dans la rue pour agir contre ce racisme. Qu'arrive-t-il à la France? Que se passe-t-il? Vous n'avez pas envie de descendre et de manifester pour dire nous sommes tous frères, nous sommes toutes sœurs? Alors moi j'ai envie de comprendre. Et je me dis, est-ce que parmi les hommes et les femmes de gauche, certaines se disent, mais c'est nous qui l'avons élu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On est déçus, mais on ne peut rien faire. D'autres, parmi les hommes et les femmes de gauche, ont-ils été gagnés à l'idée que le poids de la dette ne laisserait à notre pays, comme à la Grèce, à l'Espagne ou à l'Italie, que la voie de la rigueur? Qu'il faudrait attendre sagement, sans bouger et sans se plaindre,
Des jours meilleurs qu'on nous promet pour la fin du quinquennat? Ou d'autres encore pensent-ils qu'avec l'Europe, plus aucun changement n'est possible et que la solution à tous nos problèmes se réglerait par la sortie de l'Europe? Et puis peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes de gauche, beaucoup d'hommes et de femmes qui aujourd'hui connaissent beaucoup de souffrances sociales, de désespérance, qui se disent, quelque part, preuve à l'appui, que décidément la gauche et la droite, c'est pareil au même, et qu'il faut mieux se calfeutrer chez soi, avec l'abstention, ou se calfeutrer dans sa tête, en écoutant les idées de l'extrême droite. Oui, il y a beaucoup de souffrances parmi les hommes et les femmes de gauche, de souffrances morales, de souffrances démocratiques. Alors nous n'allons pas rejeter ces hommes et ces femmes. Au contraire, nous allons aller leur parler. Nous allons nous battre pour, avec eux, essayer de solutionner leurs problèmes. Nous allons faire tout pour qu'ils retrouvent le chemin de la fraternité et de la lutte, de la solidarité de classe, comme l'a dit Myriam. Nous allons leur redonner espoir et donc redonner à notre peuple du sens commun. C'est ça l'essentiel. On ne peut pas avoir un jour un groupe qui se bat pour défendre telle revendication, un autre jour sur tel problème, sans qu'on essaye de faire converger tout ce mouvement pour que ce mouvement porte l'intérêt général, c'est-à-dire la transformation profonde de notre société. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire pourquoi? Parce que nous avons un potentiel, nous avons des atouts, c'est vous. Vous, les hommes et les femmes, qui sommes disponibles pour débattre, pour vous battre. Regardez ces salariés qui, pied à pied, se battent contre les licenciements, que ce soit en Bretagne ou ailleurs dans l'industrie de l'automobile. Regardez ces cheminots, ces hospitaliers qui se battent pour défendre le service public. La fonction publique organise des journées d'action du 9 au 13 décembre. Ils en ont assez de voir leur salaire gelé et de se voir montrer du doigt. Après la RGPP, c'est le gouvernement de gauche qui supprime des emplois dans la fonction publique. Et puis il y a les enseignants qui vont prendre le relais des parents d'élèves cette semaine pour exiger de nouveaux moyens pour l'école. Et puis il y a ces jeunes qui restent mobilisés pour dire non à l'expulsion. Chaque jeune a le droit à l'éducation. Mais vous tous et toutes qui vous battez, qui ne voulez pas vous résigner, pour continuer à agir, vous voulez être aussi d'une construction politique. Car sinon, à quoi ça sert la lutte? Si on laisse au pouvoir ceux et celles qui nous reprennent après nos acquis, la lutte doit être quelque part un des éléments de la construction d'une alternative à gauche. C'est le sens du Front de gauche. Ce besoin d'espoir, je le rencontre dans toutes mes rencontres. Il surnage au ras-le-bol généralisé, au tous pareils. Oui, il y a cette envie de quelque chose de nouveau à gauche. On a entendu parler de quelques bis-bis à l'intérieur du Front de gauche. Mais tout cela n'est rien par rapport au sens que cette initiative a. Si le Front de gauche n'existait pas, si nous ne l'avions pas animé, impulsé, Jean-Luc a eu le courage de sortir du Parti Socialiste pour créer le Parti de gauche. Nos amis qui sont sortis du NPA pour nous rejoindre. Et les militants et militantes communistes qui ont dit oui, nous allons être de cette aventure. Eh bien, si ce Front de gauche n'existait pas, il faudrait le créer aujourd'hui. Car c'est le seul levier. C'est le seul levier. Le formidable levier dont nous avons besoin pour que le débat d'idées ne meure pas, mais au contraire bouscule le politiquement correct. Un levier pour une nouvelle dynamique populaire qui renverse les rapports de force en faveur du peuple. Un levier pour une alternative à gauche. Alors pour répondre à ceux et celles qui ont fait mordre la poussière à Nicolas Sarkozy et élu François Hollande et qui sont aujourd'hui tétanisés par la déception et la peur du retour de la droite ou de l'extrême droite, je leur dis, n'ayez pas peur de contester, d'exiger, d'agir. Faites-le avec le Front de gauche. Et puis, franchement, si on avait vraiment un gouvernement de gauche, notre mobilisation serait utile pour contrer les résistances du patronat et de la droite, et les oukases de l'Union européenne.
Si on avait vraiment un gouvernement de gauche, il se serait appuyé sur votre mobilisation, pas pour faire l'accord compétitivité, non, pour exiger des négociations dans toutes les branches sur les salaires, pour procéder à une réforme du code de travail, pour de nouveaux droits pour les salariés. Si nous avions un véritable gouvernement de gauche, il aurait pu s'appuyer sur vos luttes, pour qu'au lieu de nous parler du coût du travail, on parle du coût du capital et on fasse la chasse à la spéculation. Si nous avions un véritable gouvernement de gauche, il aurait pu s'appuyer sur vos luttes pour qu'on fasse arrêter cette négociation indigne entre l'Union européenne et les États-Unis pour un accord de libre-échange qui va remettre en cause la principale de nos droits. Oui, si nous avions un véritable gouvernement de gauche, votre mobilisation le pousserait à aller le plus loin possible dans les réformes. Mais nous ne sommes pas dans cette situation. Du fait de la responsabilité de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault, vous, les hommes et les femmes de progrès, vous êtes amenés à être résolument dans l'opposition aux politiques libérales menées par la majorité actuelle. Cette majorité qui refuse de changer de cap, malgré les souffrances populaires. Face à ces politiques, votre mobilisation relève du salut public pour une autre politique à gauche. Je suis en plein débat budgétaire. Demain matin, je serai amené à parler sur le budget de la culture ou sur le budget des médias et de la presse, après avoir parlé sur le budget de l'école ou celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je vais être amené demain à dire 2 fois non à ces budgets, et pas par un a priori. 2 fois non à ces budgets, parce que pour la 2e année consécutive, on enlève de l'argent à la culture. Même la droite n'avait pas osé faire cela. On enlève de l'argent à France Télévisions, on enlève de l'argent à la presse. Mais c'est pas étonnant, parce que les patrons nous parlent des taxes et des impôts. Mais la réalité de la politique gouvernementale, c'est que la réduction de la dépense publique, elle se fait à 80%. La réduction du déficit public se fait à 80% par la réduction des dépenses publiques, c'est-à-dire par moins de moyens pour que les droits des hommes et des femmes soient effectifs partout sur le territoire de notre pays. C'est ça la réalité de cette politique gouvernementale. Les ministres n'ont qu'un mot à la bouche: contraint. Vous entendez un ministre qui arrive, qui dit « Je suis fier que dans ce temps contraint, mon budget participe à la réduction des dépenses publiques. » On entend ça à longueur de débat en ce moment à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, la droite ne sait plus trop quoi dire. Parce qu'elle dit non, il faut aller plus loin dans la réduction des dépenses publiques. Et on dit, mais attendez, là on a déjà réduit en 2013, on a réduit en 2014, on va réduire en 2015, ne vous inquiétez pas, on va y aller. Même sur la retraite, la droite était un peu gênée à l'Assemblée nationale, parce que les socialistes ont déjà fait fort, avec quand même le rallongement des années de cotisation, etc. Alors la droite a dit, bon, il faut qu'on aille un peu un cran au-dessus, allez, on va faire la retraite à 65 ans. Mais n'importe comment, avec la réforme socialiste, les jeunes aujourd'hui, ils n'auront pas leur retraite à taux plein avant 68 ans. Donc c'est un jeu de dupes. C'est la course à l'échalote sur les mauvaises lois, les mauvais projets. Alors, on me dit parfois, mais enfin, Madame Buffet, quand même, vous n'êtes pas raisonnable, il y a la dette. C'est la crise de la dette. Mais c'est un formidable enfumage. Je vous rappelle qu'en 2008, c'était la crise de la spéculation. Et puis, pop, petit à petit, les gouvernements ont dit non, la spéculation, on a réglé, la guerre à la finance, tout ça, c'est réglé. Le problème maintenant, c'est la dette. La dette, c'est-à-dire le rôle de l'État, c'est-à-dire faire en sorte qu'un État ait les moyens de répondre aux revendications. Si on veut qu'il n'y ait plus de dette, si on veut qu'il n'y ait plus de déficit public, eh bien, il faut faire rentrer dans les caisses de l'État l'argent inutile pour le transformer en argent utile à notre peuple. Et c'est pourquoi il ne faut pas tomber dans cette guerre à l'impôt. Parce que l'impôt, c'est la démocratie. L'impôt, c'est la République. L'impôt, c'est chacun, selon ses moyens, contribue au bien-être de tous. Mais il faut un impôt juste. Il faut un impôt juste. Et c'est pas la mesure des 75%. Ça, c'est de la babiole. Ça, c'est un symbole. Alors, le club professionnel, moi, j'ai appris aujourd'hui qu'un certain Jean de Lavany avait repris la négociation avec le club professionnel parce que, quand même, il va falloir s'arranger.
Hein. Information. Ce qu'il faut, c'est une véritable réforme de la fiscalité. Et comme l'a dit Jean-Luc, il faut une révolution fiscale. Et moi, je me félicite de l'appel qui a été lancé par Jean-Luc et par Pierre Laurent. Il faut que nous soyons dans la rue, dans une véritable chaîne humaine le 1er décembre, partout dans notre pays. Il faut qu'on nous entende. Alors l'Europe. Oui, je n'ai jamais entendu autant d'hommes et de femmes qui rejettent l'Union européenne. C'est vrai que c'est une Europe fermée aux migrants, ouverte aux spéculateurs et aux fraudeurs, fermée aux droits sociaux, ouverte au dumping social, fermée à l'investissement, ouverte à la spéculation. Et ceux et celles qui, en 2005, ont dit non à cette Europe par une magnifique mobilisation, une magnifique intelligence, eh bien, doivent se rassembler sur un discours clair. Cette Europe, nous n'en voulons plus. Il n'y a rien de bon à garder. On recommence à zéro. À la base, on la reconstruit. C'est l'Europe des droits sociaux et de l'égalité que nous voulons. Et c'est comme ça que nous irons aux élections européennes, tous rassemblés, avec un front de gauche encore plus important qu'aujourd'hui. Enfin, à ceux et celles qui, à gauche, honnêtement, pensent que tous pareils, tous pourris, je leur dis, ne restez pas spectateurs de ce triste spectacle. Un gouvernement en déshérence, une UMP minée par la course à la présidentielle, une extrême droite qui veut laver plus blanc, mais dont le vernis craque souvent. Tout cela, vous ne pouvez plus le supporter, vous avez raison. Mais alors vous faites quoi? Vous fermez votre porte? Mais ça n'empêchera pas les huissiers du libéralisme de sonner. Et si vous regardiez du côté de cette force nouvelle, sans concession ni compromis, qu'est le Front de gauche, si vous regardiez de ce côté, où on ne vous considère pas comme des consommateurs, mais comme des acteurs et actrices capables de construire les réponses à vos problèmes et de les porter jusqu'au pouvoir. Oui, face à la désespérance, sachons, nous les hommes et les femmes du Front de gauche, ouvrir de nouveau les portes de l'espoir en portant nos propositions de l'humain d'abord. Alors ça demande du courage politique. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que des responsables politiques en manquent. On a vu comment l'écotaxe a été rangé au placard. On a vu comment le droit de vote, on n'ose même plus en parler pour les résidents étrangers. Ça, c'est complètement rangé dans le grenier. Et puis, on a vu plus récemment un discours du président de la République à l'occasion du 11 novembre, dont on attendait au moins qu'il aurait eu une phrase forte sur les fusillés et qui n'a trouvé qu'une chose à dire, on va leur ouvrir une salle dans un musée. Eh bien, je dis, quand j'entends tout cela, ou quand je vois comment il a fallu batailler pour que la proposition de loi contre le système proxénète et contre la prostitution soit enfin inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, je dis que ce n'est pas le peuple qui manque de courage, mais que parfois le courage manque chez des responsables politiques. Mais ici, dans cette salle, le courage, il est là. Et c'est ce courage et ces propositions que nous portons qui va permettre ce rassemblement qui deviendra majoritaire au plan national un jour, qui deviendra peut-être majoritaire, et je l'espère, demain, à Tarbes, à Bagnères et dans d'autres communes de notre département. C'est ce rassemblement qui ouvrira vraiment l'alternative que vous attendez et qui fera voltiger tous les faux-semblants pour ouvrir une nouvelle époque de transformation sociale, démocratique et écologique. Alors peut-être vous allez me dire ces objectifs sont trop ambitieux. Mais moi je vous le dis, vu la profondeur de la crise, on ne peut pas rafistoler les morceaux. C'est pas un remaniement qui va régler les problèmes. D'ailleurs, les Français ne sont pas dupes parce qu'il y a eu un sondage dans le Parisien. Le remaniement, ça leur apparaissait comme vraiment la solution, la dernière. Ce qui disait massivement, les Français et les Françaises, ce qu'il nous faut, c'est une autre politique. Alors vous allez me dire, en vous disant tout cela, je ne parle pas des municipales. J'ai l'impression d'en avoir parlé tout au long de cette intervention. Parce que les communes aujourd'hui, elles sont étranglées financièrement.
parce que là aussi on réduit la dotation globale de fonctionnement, parce que là aussi il faudrait faire des économies, et puis on va leur manger le pouvoir qu'avaient les communes. Ce pouvoir qui est un pouvoir profondément démocratique, profondément républicain, puisqu'on va créer des métropoles qui vont être des machines à casser la vie démocratique des collectivités territoriales. Alors ces mêmes communes, demain, peuvent être des remparts, des espaces de résistance et d'innovation, de solidarité, des espaces où on assure un droit à un toit, à un emploi, à l'éducation, à la santé. Pour cela, il faut vous donner des élus, comme Marie-Pierre, comme les autres amis, camarades que nous avons vus ce soir et que nous allons voir tout à l'heure encore, les élus sur les listes du Front de gauche. Ce sont des élus honnêtes car respectueux du suffrage universel, qui vont travailler avec vous l'élaboration des programmes et qui vont combattre pour obtenir les moyens de les mettre en œuvre. Ce sont des élus constructeurs, innovants, des élus sur lesquels vous pourrez compter dans tous vos combats, des élus solides. Et dans cette période de crise, on a besoin de quelques points de repère qui tiennent la route pour pouvoir avancer et satisfaire nos aspirations et revendications. Alors voilà, chers amis, chers camarades, je ne veux pas être plus longue. Nous vivons une période particulièrement préoccupante, une période d'affrontement comme nous n'avions pas connu ces dernières décennies, entre les idées politiques réactionnaires et libérales et ce besoin de liberté, d'égalité et de fraternité qui digue toutes les avancées de civilisation. L'heure est donc venue à une mobilisation exemplaire des hommes et des femmes de progrès. Toutes et tous ensemble le 1er décembre, toutes et tous ensemble en mars, toutes et tous ensemble, reprenons la rue, reprenons nos droits. Je vous remercie.